Bon, merci, bonjour. Je suis très contente d'être là et d'apporter avec mes deux autres collègues qui parleront de littérature ce petit point de vue légèrement décalé par rapport au point de vue historique qui a caractérisé les deux journées précédentes. Et en effet, je vais très rapidement vous faire un panorama qui, évidemment, sera loin d'être exhaustif et sera loin d'être approfondi sur les revues littéraires qui surgissent, qui naissent après la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que en Belgique francophone, et dès le XIXe siècle, les revues littéraires ont joué un rôle très important, primordial même, dans la diffusion des idées et des esthétiques, mais également dans le développement des réseaux intellectuels, mais également personnels, et aussi finalement pour compenser quelque peu les faiblesses ou les déficiences du système éditorial national. Alors pour la période qui nous intéresse, j'ai pris entre 1919 et 1923 concrètement, on dénombre pas moins de 40 nouvelles revues littéraires qui sont créées dans cette période en 4 ans, donc c'est quand même assez important en termes de quantité, d'autant que les conditions matérielles, économiques n'étaient pas particulièrement favorables. Alors ça s'explique en partie, d'une part, par cette volonté de redynamiser le secteur littéraire très rapidement après la guerre, mais également parce que les revues, contrairement justement au système éditorial classique, aux publications de livres, eh bien, ne demandent qu'une infrastructure relativement légère, et c'est ce qui permet d'expliquer, entre autres, cette recrudescence très importante et cette effervescence importante en termes de revues après 1918. Alors si elles sont réparties dans tout le pays, ces nouvelles revues littéraires, on constate néanmoins que les 3 grands pôles urbains de l'époque, c'est-à-dire Bruxelles, Liège et Anvers, concentrent la plus grande partie de ces revues. Alors, parmi celles-ci, on retrouve une pionnière qui est Résurrection, qui naît en 1917, Le Flambeau en 18, La Bataille littéraire en 19, Lumière en 19 également, L'Art libre, Ça ira, La Renaissance d'Occident, La Lanterne sourde, Signaux de France et de Belgique en 21 déjà, et ce ne sont que quelques revues parmi tant d'autres, mais je vais revenir bien entendu sur certaines d'entre elles. Ce ne sont que quelques revues parmi tant d'autres qui rendent compte du désir des jeunes générations, soit de reconstruire et de restaurer ce qui a été détruit, soit au contraire d'imposer de nouveaux modèles sur les ruines du passé. Alors bien entendu, le temps imparti pour on l'a rappelé en début, le temps imparti pour mon intervention étant relativement bref, j'ai choisi de me limiter à la présentation des traits principaux de quelques-unes de ces revues que je considère les plus significatives. Hubert Roland, par la suite, développera plus en détail 2 de ces revues dont bien évidemment je ne vais pas moi-même parler. Et je me suis intéressée en particulier aux numéros liminaires des différentes revues dont je vais parler. Et puis, le cas échéant, quand j'ai trouvé des informations pertinentes, eh bien, je dirai ce qu'elles expliquent concernant l'Allemagne, le point de vue qu'elles adoptent concernant l'Allemagne, concernant également la politique belge, qui est, bien qu'il s'agisse de revues littéraires, les idées politiques sont très présentes dans ces publications, mais également concernant le traité de Versailles. Alors, la première revue dont il est question, c'est Résurrection. Résurrection est la seule publication littéraire considérée d'avant-garde à voir le jour en Wallonie pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'elle surgit en décembre 1917. Alors cette revue, créée et animée par Clément Pansars, rassemble des collaborations que l'on peut qualifier à la fois d'expressionnistes et d'unanimistes. Et sans s'y limiter, on y décèle également des traces d'un modernisme auquel on associera après-guerre le dadaïsme, dont Clément Pansars sera un des acteurs majeurs. Voyant le jour dans les derniers mois de l'occupation et bénéficiant du soutien de l'ennemi, la revue se retrouve rapidement soupçonnée d'une forme de collaboration, un sentiment qui est renforcé par la publication en son sein de nombreux auteurs allemands en traduction, soit dit en passant relativement mauvaise, cette traduction, et a épinglé, malgré ses lacunes, la vaste étude que Clément Pansars, qui est donc l'animateur et le plus grand contributeur finalement de cette revue, une étude donc rédigée par Pansars sur la littérature jeune allemande, qui est une forme de profession de foi moderniste. Alors par ailleurs, aussi ambivalent, voire confus,
étaient-ils? Les propos tenus par Pansars dans ses bulletins politiques, il y avait une section à l'intérieur de la revue qui s'appelait Bulletins politiques, possèdent des similitudes notables avec les projets territoriaux et administratifs que nourrissaient les Allemands à l'égard de la Belgique, ce qui ne pouvait que renforcer, bien entendu, la suspicion à l'égard et de Pansars et de la revue elle-même. Alors méthodologiquement, Résurrection, dont l'aventure se termine en mai 1918, se situe juste en dehors du corpus envisagé, puisque j'avais annoncé les revues de l'immédiate après-guerre. Mais il n'empêche qu'elle inaugure, malgré ses défauts, une nouvelle époque, un nouveau jalon dans l'avant-garde littéraire, tout autant que dans le positionnement politique affiché par une revue belge. Deuxième revue dont il va être question, il s'agit de la bataille littéraire. Premier coup de canon, c'est avec ce titre significatif que vous voyez reproduit là sur l'écran, que ce journal des écrivains belges commence son aventure éditoriale le 23 janvier 1919 sous la forme d'une simple feuille recto-verso appelée à être hebdomadaire. Le choix du format n'est pas anodin. En effet, un de ses principaux animateurs, Désiré-Joseph Dorbet, qui est aussi un des créateurs, souligne, dit-il, la volonté d'atteindre une diffusion à laquelle ne pourrait prétendre la revue, qui n'entre que trop peu dans les habitudes du public. Elle deviendrait trop coûteuse d'ailleurs, ou forcément vide. Donc il y a une volonté clairement affichée de la part des créateurs de se limiter à cette feuille recto-verso, même si par la suite la revue se développera et grandira en pages, parce qu'il y avait cette idée de se dire on veut toucher un public le plus large possible, et donc limitons-nous dans l'espace et dans la matérialité de la revue. La petite phrase que je vous ai citée est tirée d'un brouillon d'une lettre qui avait été envoyée pour une demande de subside de cette revue. Donc ce n'est pas publié directement dans la publication. Dorbet, l'instituteur catholique, admirateur de Maurras, et Alix, qui deviendra ensuite Alex Pasquier, avocat anticlérical issu de l'université de Bruxelles, n'aura jamais dû se rencontrer, ni encore moins fonder ensemble une revue, tant leurs divergences idéologiques les distançaient. C'était sans compter sur l'amitié et l'énergie d'après-guerre qui brisent toutes les entraves. Tous deux estiment que la Belgique littéraire mérite un renouveau au nom de l'héroïsme des soldats qui se sont battus pour la victoire. Et le premier éditorial dit ceci: « Ohé, donc debout ceux qui s'engagent à nous aider. La Belgique a cessé d'être un petit pays. En même temps qu'on travaille à sa reconstruction matérielle, il faut que jaillisse de ces ruines une efflorescence intellectuelle et morale digne des sacrifices que le peuple a supportés. Du fond de leurs tombeaux, tous nos morts nous demandent autre chose que des villes réparées et des usines nouvelles. C'est par ses arts, par sa littérature, surtout, qu'une nation s'assure dans le monde une grandeur souveraine. » Alors, afin de mener à bien ce programme combatif, la Belgique littéraire s'adjoint la collaboration de quelques Français, gage d'un futur fraternel. Ainsi, dans le numéro 34, qui date de septembre 19, lit-on ceci: « Paris-Bruxelles, voilà notre devise. Elle est assez large pour que s'en réclame le groupement de toutes nos forces de l'esprit et du cœur. » Ce rapprochement transfrontalier marquera durablement l'évolution de la revue après ce numéro, à tel point que l'écrivain Hubert Krins déclarera: « L'Allemagne n'est plus aujourd'hui qu'un corps rongé de vermine, tandis que la France sort purifiée de la guerre et voit s'ouvrir devant elle une nouvelle et magnifique renaissance. Nul plus que nous, Belges, ne doit s'en réjouir, car la guerre nous a révélé aussi où sont nos amis et où se trouvent nos ennemis. » Le traité de Versailles est évoqué dans le numéro du 13 juillet 19. L'article y compare les réactions qu'on a pu enregistrer à Paris et à Londres, où, dit-on, le retour de la paix a suscité un enthousiasme ardent et unanime, réactions qui sont comparées donc à celles que l'auteur de l'article remarque pour la Belgique, pour qui la seule date qui compte vraiment, dit-il, est celle du 11 novembre 1918. Si l'article n'entend pas attiser la haine, il souligne néanmoins, je cite, « le fossé qui les sépare de la Germanie, un fossé large et profond. Longtemps encore, il nous tiendra éloignés d'elle, et ce n'est pas un traité de paix qui parviendra à le combler. » Troisième revue dont je voulais vous parler aujourd'hui, Lumière. En août 1919 paraît à Anvers le premier numéro de la revue Lumière.
Et sur le seuil, tel est le titre de l'éditorial, du premier éditorial, de son lancement, apparaissent quelques déclarations d'intention, toutes poétiquement formulées. Lumière est l'effort d'une poignée de jeunes vers des buts de clarté. Lumière lutte pour tout ce qu'elle croit beau et vrai. Elle ne prétend pas avoir découvert la beauté ni la vérité, mais elle croit simplement être un effort vers la beauté, un effort vers la vérité. Je passe, que la lumière soit. Le premier texte de la rubrique Société de cette revue porte la signature de son directeur, Roger Avermaet. Celui-ci y fustige le monde d'hier, qu'il rend responsable de la guerre, tout autant que les gouvernements, passés et présents, qui, dit-il, n'ont trouvé l'énergie pour être dignes de la jeunesse qui s'offrait en holocauste. Mu par une réelle conscience sociale, Avermaet s'inquiète en outre du sort, dit-il, de ces milliers d'hommes jetés sur le pavé, partout, sans qu'on ait trouvé quoi que ce soit pour les protéger, pour les aider. Proche des idées radicales que Barbus diffuse dans Clarté, la revue moderniste belge est portée par un esprit internationaliste qui veut laisser la place à la jeunesse, ainsi que par le souffle de la liberté de penser, érigée comme valeur absolue. Romain Rolland, Henri Barbus et Georges Duhamel s'imposent comme les modèles de sa revue et sont d'ailleurs cités en exergue de plusieurs des textes du numéro liminaire. Mais très vite, les animateurs de la revue déchantent et doivent se rendre à l'évidence. Leurs rêves d'un monde nouveau resteront vains. Ils se méfient du traité de Versailles, et voici ce qu'ils en disent. Ils la traitent de cette boîte de Pandore promue panacée universelle. Quant à la Belgique, on apprend dans la revue que, au sein du groupe, et c'est Avermaet qui raconte cela dans ses souvenirs, régnait un bilinguisme constant, les uns fidèles à un seul idiome, les uns passant sans effort du français au néerlandais ou vice-versa. L'entente linguistique observée semble être à l'aune de la position de la revue quant à la question flamande, qu'Avermaet développa dans le numéro 8 de Lumière, paru en mars 1920. En tant que défenseur de la fraternisation des peuples, cette problématique ne pouvait être qu'une fausse question. Et Avermaet dit ceci: « Je prétends que la question flamande, si difficile à résoudre à l'heure actuelle, serait résolue en quelques heures, mais à condition qu'on puisse bâillonner de part et d'autre les plus farouches Wallingans et les plus virulents Flamingans. Et enfin, condition sine qua non, tous les Franskillons de marque. » En avril 1920, paraît à Anvers, à nouveau, comme Lumière, le premier numéro de la revue Ça ira, une revue d'extrême avant-garde, subversive et progressiste. Ça ira naît à la fois dans l'effervescence de l'après-guerre, mais également dans une sorte de hâte, motivée par la conscience immédiate de son existence éphémère. Et pourtant, elle comptera quand même 20 numéros, dont le fameux numéro 16, entièrement consacré à Dada, qui fit date et qui sert encore aujourd'hui de référence en la matière. Mais revenons-en aux prémices de la revue. On peut y lire ceci. « Fini la guerre. Le sang a cessé de couler. Plus de haine, le temps en est passé. Aujourd'hui, on ne peut plus qu'aimer. Il n'y a plus de frontières. Les peuples ayant fini de s'entre-dévorer, il n'y a plus qu'une vaste Europe, un vaste monde où gémit, partout également malheureuse, une humanité pauvre et lasse. » Voilà donc comment s'ouvre le premier numéro de Ça ira, avec un article signé Maurice Van Hachen, intitulé, vous l'aurez peut-être deviné, « Amour ». Il s'agit bel et bien d'un appel à la fraternité universelle, européenne à vrai dire, et à la concorde des peuples, dans un esprit foncièrement antimilitariste et anticapitaliste. Hier est passé, lit-on encore dans la revue, demain nous appartient. La revue appelle à la réconciliation par-delà les haines et les vengeances. Ma patrie, y lit-on encore, est là où je peux vivre et mourir librement. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de peuple, il n'y a que des hommes qui souffrent ensemble autour d'un clocher. D'un point de vue politique, Ça ira se positionne en faveur de la révolution prolétarienne, dont on escompte qu'elle prendra pied partout en Europe à la suite de la Russie. Des idées radicales pro-révolutionnaires s'y expriment régulièrement. Au niveau belge, la question flamande surgit dès le premier numéro. On y lit ceci. « Une seule chose nous intéresse, c'est que la question flamande est une question de justice. Pour cette raison, nous sommes flamingants de toute notre énergie, et tous ceux qui ne le sont pas sont contre nous. Ce n'est pas à ses qualités intrinsèques que le français doit ses prérogatives en Flandre. Le français n'y est autre chose que le trait d'union qui joint tous les représentants de l'idée bourgeoise, des rastas aux jésuites.
Au fil du temps, une telle parole se fera plus discrète et l'intérêt pour la Flandre se manifestera davantage dans les questions littéraires et artistiques que dans les questions politiques. Les conséquences immédiates du traité de Versailles font l'objet d'un long article signé Paul Colin, dont je pense que Hubert nous parlera, intitulé « La dictature de l'événement ». L'auteur y fustige la promesse faite à la future Pologne d'avant-guerre de renaître en cas de victoire alliée. Colin dit ceci, « Un cri sentimental jeté dans la tempête sentimentale de la guerre ». Ensuite, dit-il, il fallut honorer l'engagement et, parce que la Pologne avait existé jadis, on en recomposa une de toutes pièces artificiellement. On la refit d'ailleurs parce que les espoirs capitalistes lui assignaient un rôle de gendarme. C'est ce que dit Colin. Et à propos, il parle également de la Tchécoslovaquie et il dit ceci. Elle procède du délire hystérique des vainqueurs de dépecer les vaincus. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais déborder. Donc j'aurais pu aussi vous parler de la Renaissance d'Occident, j'avais prévu, mais je vais céder la parole à mon collègue à côté de moi. Donc très rapidement, un panorama très très rapide, mais vous voyez que l'on se trouve finalement face à une effervescence d'idées. Au sein de revues dites littéraires, on trouve aussi également énormément de positionnements politiques qui vont finalement de pair et évoluent en parallèle avec les idées esthétiques neuves que l'on décèle en littérature.